Imaginez des milliers d'ordinateurs tentant de collaborer sans horloge centrale ni mémoire commune. Comment peuvent-ils s'accorder sur l'identité d'un chef ou savoir si une tâche est réellement finie? C'est ici qu'interviennent les systèmes répartis. Pour comprendre leur fonctionnement, nous devons visualiser une architecture en couches. Au sommet, les utilisateurs interagissent avec des applications. Mais ces applications ne touchent pas directement le matériel. Elles reposent sur une couche intermédiaire cruciale, le système réparti. Cette couche transforme un réseau de machines indépendantes en une entité cohérente, masquant la complexité de la distribution. Le domaine se structure autour de 4 piliers fondamentaux. Le premier est la communication. Il ne s'agit pas simplement de transmettre des octets d'un point A vers un point B. On parle de diffusion pour propager une information, de récolte ou gathering pour centraliser des résultats, et surtout de construction de structures logiques. Par exemple, organiser les nœuds en un anneau virtuel permet de simplifier drastiquement certains protocoles de passage de jetons. Le deuxième pilier est le contrôle. C'est le cerveau opérationnel du système. On y traite l'élection de leader, indispensable pour désigner un coordonnateur, et l'exclusion mutuelle, qui garantit qu'un seul processus accède à une ressource critique à la fois. On y trouve aussi la détection de terminaison. Comment savoir si plus personne ne travaille dans tout le réseau? Pour le débugage ou la reprise après panne, on utilise des snapshots, des instantanés qui capturent l'état global du système sans l'arrêter. Le troisième pilier est le temps. Dans un système réparti, la notion de temps physique est trompeuse car les horloges dérivent. On remplace donc le temps par le séquencement logique via des horloges logiques. On ne dit plus « cela s'est passé à midi », mais l'événement A a causé l'événement B. Enfin, le quatrième pilier est la tolérance aux défaillances. Un concept clé est l'autostabilisation, la capacité d'un algorithme à converger vers un état correct, peu importe son état initial ou les perturbations subies. Pour évaluer l'efficacité de ces outils, nous utilisons des mesures de complexité spécifiques. On distingue la complexité en messages, qui compte le nombre total de messages envoyés, et la complexité en temps, qui mesure le délai entre le début et la fin de l'opération. Un algorithme peut être extrêmement rapide, mais générer une tempête de messages qui paralyse le réseau. C'est cet équilibre délicat que nous allons chercher à optimiser. Maintenant que nous avons posé ces bases, abordons notre premier défi concret. Comment diffuser une nouvelle information à l'ensemble des nœuds de manière fiable et efficace? Pour diffuser une information dans un réseau dont la topologie peut être complexe, la méthode la plus intuitive est l'algorithme de diffusion, souvent appelé flooding. Imaginons un processus qui reçoit un message marqué comme « nouvelle ». Pour éviter que ce message ne circule indéfiniment dans des boucles de communication, chaque nœud maintient une variable locale nommée « déjà vu », initialisée à faux. Lorsqu'une nouvelle arrive, le processus vérifie cet état. Si déjà vu est toujours faux, cela signifie que c'est la première fois qu'il traite cette information. Il passe alors la variable à vrai et transmet immédiatement le message à l'ensemble de ses voisins directs. Si la variable était déjà vraie, il ignore simplement le message pour stopper la propagation inutile. C'est une méthode robuste, mais elle peut s'avérer coûteuse car un même message peut arriver plusieurs fois à un nœud via différents chemins. Pour optimiser ce flux, nous privilégions souvent la diffusion sur un arbre préalablement construit. Dans ce schéma, la structure définit des relations parent-enfant très strictes. Le processus qui déclenche l'opération est appelé la racine. Dès qu'il reçoit la nouvelle, il ne l'envoie qu'à l'ensemble de ses fils. Chaque processus récepteur, à son tour, renvoie le message à ses propres fils et ainsi de suite jusqu'aux feuilles de l'arbre. Cette approche élimine les redondances. Chaque lien de l'arbre n'est parcouru qu'une seule fois. Toutefois, cette efficacité repose sur la stabilité de l'arbre et elle introduit un nouveau défi. Comment la racine peut-elle savoir que l'information a bien atteint chaque recoin du réseau? Pour que la racine sache que la diffusion est terminée, nous introduisons un mécanisme d'acquittement structuré. Imaginons un arbre où chaque processus connaît ses fils et son père. La racine lance la diffusion en envoyant le message « nouvelle » à tous ses fils et initialise un ensemble nommé « attendu » contenant ces mêmes fils. Chaque processus intermédiaire suit une logique similaire. À la réception de « nouvelles », il transmet l'information à ses propres fils et stocke leurs identifiants dans son ensemble attendu. Le point crucial réside dans la remontée de l'information. Un processus ne renvoie un message de fin ou acquittement à son père que lorsqu'il a lui-même reçu les acquittements de tous ses fils, c'est-à-dire quand son ensemble attendu devient vide. Si un processus est une feuille,
il répond immédiatement à son père. Illustrons cela avec l'exemple de nos notes. La racine a pour fils les nœuds 1 et 32. Le nœud 32 attend les retours des nœuds 18 et 22. Tant que 18 et 22 n'ont pas envoyé leur message fin, le nœud 32 ne peut pas confirmer sa terminaison à la racine. Ce n'est que lorsque l'ensemble attendu de la racine est totalement vide que l'algorithme se termine officiellement. En termes de complexité, chaque arête de l'arbre est sollicitée exactement 2 fois, une fois pour le message descendant et une fois pour l'acquittement montant. Pour un arbre couvrant n processus, cela nous donne une complexité de 2 n messages, garantissant qu'aucun processus n'a été ignoré. Maintenant que nous comprenons l'importance de la structure en arbre pour la diffusion, la question cruciale est de savoir comment construire cet arbre recouvrant au sein d'un graphe connexe quelconque. La première approche est l'exploration séquentielle par jeton. Imaginez un jeton unique circulant dans le réseau. Le processus qui initie l'algorithme devient la racine et envoie ce jeton à l'un de ses voisins. Ce simple déplacement définit la hiérarchie. L'expéditeur devient le père et le destinateur devient le fils. Mais que se passe-t-il si le jeton arrive chez un processus qui fait déjà partie de l'arbre? C'est ici qu'intervient le message d'acquittement. Le processus répond qu'il ne veut pas être le fils de l'expéditeur. Séquentiellement, le jeton visite ainsi chaque nœud. Ce mécanisme garantit que chaque processus n'a qu'un seul père, évitant ainsi les cycles. Cependant, cette méthode présente un défaut majeur. Elle risque de produire des arbres dits filiformes. Dans une structure filiforme, l'arbre est extrêmement profond, ressemblant à une longue chaîne. Pour que la racine communique avec un processus éloigné, le message doit traverser tous les nœuds intermédiaires, ce qui est très peu efficace en termes de latence. Examinons le code associé. Chaque processus gère un ensemble nommé « encore » qui contient les voisins non encore explorés. Lorsqu'un processus reçoit un message d'exploration pour la première fois, il marque son état comme participant, définit son père et informe ses autres voisins qu'il a été vu. Ensuite, il choisit de manière non déterministe un voisin dans son ensemble encore pour lui transmettre le jeton. Si un processus reçoit un message annule parce que le voisin était déjà participant ou retour parce que la branche est entièrement explorée, il passe simplement au voisin suivant dans sa liste. Ce n'est que lorsqu'il n'a plus aucun voisin à explorer qu'il renvoie le jeton à son propre père via un message de retour. Cette exploration pas à pas assure une construction robuste mais lente. Pour optimiser ce processus, nous allons voir comment explorer plusieurs branches simultanément. Plutôt que de faire circuler un jeton unique, nous allons maintenant inonder le réseau de messages pour explorer plusieurs branches simultanément. C'est le principe de la construction d'arbres par exploration parallèle. L'idée centrale repose sur une règle de priorité simple. Le premier message explorer qu'un processus reçoit détermine son père dans la structure finale. C'est une stratégie de type premier arrivé, premier servi. Regardons de plus près le fonctionnement de cet algorithme. Tout commence par une phase d'inondation. Lorsqu'un processus reçoit son tout premier message explorer, il se marque immédiatement comme participant et désigne l'expéditeur comme son père. Pour propager la construction, il envoie à son tour un message explorer à tous ses autres voisins. Mais que se passe-t-il si un processus reçoit un second message d'exploration d'un autre voisin? Pour éviter la formation de cycles et garantir une structure d'arbre, il répondra systématiquement par un message non. Ce non signifie explicitement « je fais déjà partie de l'arbre via un autre chemin, ne me considère pas comme ton fils ». Pour gérer cet état, chaque processus maintient des variables spécifiques. L'ensemble fils stocke les voisins qui ont répondu « oui ». L'ensemble attendu contient tous les voisins dont on espère encore une réponse, qu'elle soit positive ou négative. Enfin, le booléen participant permet d'ignorer les sollicitations ultérieures. La terminaison est gérée localement par une remontée d'acquittement. Un processus surveille son ensemble attendu. Tant qu'il n'est pas vide, il reste en attente. Une fois que tous les voisins sollicités ont répondu par oui ou par non, le processus considère sa tâche locale comme terminée. Il envoie alors un message oui à son père. Si le processus est la racine, l'algorithme se termine officiellement dès que son ensemble attendu est vide. Pour tous les autres processus, cette remontée de message oui permet de confirmer la structure de l'arbre de la périphérie vers le centre. Cette méthode est nettement plus performante que l'approche séquentielle car elle réduit drastiquement le temps global de construction, bien qu'elle augmente le nombre total de messages circulant sur le réseau. Après avoir exploré la construction parallèle, nous allons voir comment structurer cette exploration par vagues successives pour obtenir un arbre de plus court chemin, une méthode inspirée de l'algorithme de Bellman-Ford. Contrairement aux méthodes précédentes, celle-ci utilise la notion de niveau, correspondant à la distance d'un processus par rapport à la racine. Le principe repose sur une synchronisation stricte.
La vague de distance k plus 1 ne peut débuter que lorsque la vague k est entièrement terminée. Chaque processus gère plusieurs ensembles de canaux, voisins encore pour les acquittements de terminaux et attendus pour les acquittements de vagues. Initialement, l'environnement contacte un processus qui devient la racine. Cette racine initialise son niveau à 0 et envoie un message aller 1 à tous ses voisins. Lorsqu'un processus reçoit un message aller k, deux cas se présentent. S'il n'est pas encore participant, il rejoint l'arbre, il définit l'expéditeur comme son père, fixe son niveau à k et vide son ensemble de fils. Il tente ensuite de propager la vague. S'il n'a pas d'autres voisins, il répond immédiatement à son père par un message retour de type fin K. Sinon, il envoie un retour de type again K pour indiquer que l'exploration doit se poursuivre. Si le processus était déjà participant, il vérifie si le message vient de son père. Si c'est le cas, il propage l'ordre à ses voisins restants. Sinon, il répond simplement non K pour signaler qu'il appartient déjà à une autre branche. La détection de terminaison est intégrée grâce au message de retour. Un processus ne renvoie un acquittement à son père que lorsqu'il a reçu les réponses de tous ses voisins sollicités. Si un processus reçoit fin ou non, il retire ce voisin de son ensemble encore. S'il reçoit again, il ajoute le voisin à ses fils. La racine, une fois qu'elle a reçu tous les acquittements, décide soit de lancer la vague suivante K plus 1, soit de terminer l'algorithme si plus aucun processus ne répond again. Cette structure garantit que chaque nœud est rattaché à l'arbre par le chemin le plus court possible. Après avoir structuré notre réseau par des arbres de recouvrement, nous devons aborder le problème fondamental de la coordination, la gestion du temps. En informatique répartie, l'heure physique est trop imprécise pour ordonner des actions distantes de manière fiable. Nous utilisons donc le concept d'horloge logique. Une horloge n'est pas un cadran, mais une application qui projette un ensemble d'événements vers un ensemble ordonné, typiquement les entiers ou des vecteurs d'entiers. Cette abstraction s'appuie sur la relation de causalité, notée par une flèche. On dit que l'événement A précède B dans trois cas précis, s'ils se produisent sur le même processus dans cet ordre, si A est l'envoi d'un message et B sa réception, ou par transitivité. Cette relation définit un ordre partiel sur l'exécution globale. Pour capturer cet ordre, nous définissons deux propriétés cruciales. Une horloge est dite compatible avec la causalité si, dès que A précède B, la valeur de l'horloge de A est strictement inférieure à celle de B. C'est le minimum requis. Plus fort encore, une horloge est dite caractéristique de la causalité si cette implication fonctionne dans les deux sens. L'ordre des valeurs temporelles reflète alors exactement la structure causale du système. Enfin, il est essentiel de comprendre la notion d'événement indépendant. Deux événements sont dits indépendants si aucun des deux n'est la cause de l'autre. Dans un diagramme de causalité, cela se traduit par l'absence de chemin orienté entre eux. Pour capturer ces nuances, nous allons maintenant étudier deux outils majeurs, les horloges scalaires de Lamport et les horloges vectorielles de Fidge-Materne. Pour capturer la causalité sans perte d'information, nous utilisons les horloges de Fidge-Materne, plus connues sous le nom d'horloge vectorielle. Contrairement à une valeur scalaire unique, chaque processus PI maintient ici un vecteur de taille n, où n est le nombre total de processus dans le système. L'idée fondamentale est que la jm composante de ce vecteur représente la connaissance que PI possède de l'avancement du processus PJ. L'algorithme de mise à jour suit trois règles strictes. Initialement, tous les vecteurs sont à 0. Premièrement, lors d'un événement interne, le processus PI incrémente simplement sa propre composante, la IM. Deuxièmement, lors de l'émission d'un message, PI incrémente sa composante puis attache son vecteur complet au message. C'est ce qu'on appelle le piggybacking. Enfin, à la réception d'un message M, PI incrémente sa propre composante et met à jour toutes les autres en prenant le maximum ou le suprémum entre sa valeur actuelle et celle reçue dans le vecteur du message. Cette structure permet une propriété cruciale. L'horloge devient caractéristique de la causalité. Cela signifie qu'il y a une équivalence stricte. L'événement A précède causalement B si et seulement si le vecteur de A est strictement inférieur au vecteur de B. Pour comparer deux vecteurs, on vérifie que chaque composante de l'un est inférieure ou égale à la composante correspondante de l'autre, avec au moins une différence stricte. Regardons l'exemple du diagramme de causalité.
Si nous comparons l'événement E5 sur P1 de vecteur 3, 2, 0 et l'événement G5 sur P3 de vecteur 0, 3, 5, nous constatons qu'ils sont incomparables. La première composante de E5 est plus grande que celle de G5, mais sa troisième est plus petite. Cette absence d'ordre entre les vecteurs prouve mathématiquement que les événements sont indépendants. Il n'existe aucun chemin causal entre eux. Cependant, bien que parfaits pour la causalité, les vecteurs ne permettent pas toujours de classer tous les événements de manière linéaire. Pour obtenir un ordre total, nous devons revenir à une approche plus simple mais complétée, l'horloge de l'emporte associée à un levier de décision supplémentaire. Bien que les horloges vectorielles de Fidge-Materne capturent parfaitement la causalité, elles ne permettent pas de classer tous les événements de manière linéaire, car certains restent incomparables. Pour résoudre des conflits d'accès dans un système réparti, nous devons être capables de décider arbitrairement, mais de façon cohérente, quel événement vient avant un autre. C'est là qu'interviennent les horloges scalaires de Lamport. Contrairement au vecteur, l'horloge de Lamport est un simple entier. Les règles de mise à jour sont directes. Pour un événement interne, le processus incrémente sa valeur locale. Lors de l'émission d'un message, il incrémente son horloge et l'attache au message. À la réception, le processus prend le maximum entre son horloge locale et celle reçue, puis ajoute 1. Sur le diagramme, on voit bien ce mécanisme. Si un événement a une valeur de 4 et qu'il envoie un message vers un autre processus dont l'horloge était à 3, ce dernier passera à 6, soit le maximum de 4 et 5 plus 1. Cette horloge est compatible avec la causalité. Si l'événement A précède B, alors l'horloge de A est inférieure à celle de B. Cependant, elle n'est pas caractéristique, car une valeur inférieure ne garantit pas un lien de causalité. Pour transformer cet ordre partiel en un ordre total, nous utilisons le couple constitué de la valeur de l'horloge et de l'identifiant du processus, noté L de AI. La règle de comparaison est simple, on compare d'abord les horloges. En cas d'égalité, c'est l'identifiant du processus qui sert d'arbitre. Ainsi, entre deux événements ayant la même valeur d'horloge, celui du processus avec le plus petit identifiant sera considéré comme premier. Cet ordre total est artificiel mais rigoureux, car il garantit que tous les processus du système s'accorderont sur le même classement des événements. Cette propriété est fondamentale pour l'algorithme d'exclusion mutuelle que nous allons maintenant étudier. L'ordre total que nous venons d'établir est l'outil indispensable pour résoudre le problème classique de l'exclusion mutuelle. Imaginez plusieurs processus devant accéder à une ressource partagée sans arbitre central. On définit alors une section critique. Un processus s'y trouve dès lors que son compteur de programme pointe vers une instruction spécifique de cette section. L'enjeu est de garantir que cet accès reste strictement séquentiel, même si les processus sont causalement indépendants. Pour qu'un algorithme d'exclusion mutuelle soit correct, il doit satisfaire deux propriétés essentielles. D'abord la sûreté, ou safety. Elle impose qu'à chaque instant, au plus un processus exécute sa section critique. C'est ce qui empêche par exemple l'élection accidentelle de deux leaders ou la corruption de données partagées. Ensuite, la vivacité, ou liveness. Cette propriété assure que tout processus demandeur finira par entrer en section critique au bout d'un temps fini. Elle garantit l'absence de famine et la progression du système. Historiquement, on pourrait envisager une solution centralisée où un processus distingué gère une file d'attente de requêtes. Cependant, cette approche est limitée car elle ne permet pas le passage à l'échelle et introduit un point de défaillance unique. Pour construire une alternative répartie robuste, nous devons nous appuyer sur des canaux de communication de type FIFO, qui garantissent que l'ordre d'envoi des messages est préservé à la réception. Cette infrastructure nous permet de manipuler des messages structurés comportant trois champs: le type de message, demande, sortie ou acquittement, l'horloge logique et le numéro du processus émetteur. Chaque processus maintient localement une file d'attente, représentée par un tableau, initialisé avec des valeurs par défaut. Comme nous allons le voir, c'est la combinaison de ces estampilles et de la gestion rigoureuse des files d'attente qui permet d'implémenter l'algorithme de l'emporte. Maintenant que nous avons défini l'ordre total et les propriétés de sûreté et de vivacité, voyons comment l'algorithme de l'emporte orchestre l'accès à une section critique sans serveur central. L'idée fondamentale est que chaque processus maintient une vision locale de l'état du système via une file d'attente, représentée par un tableau de taille n. Ce tableau stocke la dernière estampille reçue de chaque partenaire. Le protocole se décompose en trois phases. Tout d'abord, la demande d'entrée. Lorsqu'un processus PI souhaite accéder à la ressource, il incrémente son horloge de l'emporte, enregistre sa propre demande dans sa file locale et diffuse un message de type demande estampillé à tous les autres participants. Ensuite vient la gestion des messages reçus. Lorsqu'un processus PJ reçoit cette demande, il met à jour sa propre horloge, enregistre l'estampille de PI dans sa file et renvoie systématiquement un message d'acquittement.
Cet acquittement est crucial. Il sert de preuve que PJ a bien pris connaissance de la requête de pays et que son horloge locale a progressé au-delà de l'estampille de cette requête. L'entrée effective en section critique est soumise à 2 conditions strictes que PI vérifie dans sa file locale. Premièrement, sa propre demande doit être la plus ancienne selon l'ordre total, c'est-à-dire qu'elle possède l'estampille la plus petite. Deuxièmement, PI doit avoir reçu un message, quel qu'il soit, de la part de chaque autre processus avec une estampille strictement supérieure à la sienne. Grâce à l'hypothèse de canon FIFO, cette seconde condition garantit qu'aucune requête plus ancienne émanant d'un autre processus ne peut être encore en vol sur le réseau. Enfin, la libération de la ressource. En sortant de la section critique, PI incrémente à nouveau son horloge, marque sa propre case dans sa file comme étant en état de sortie et diffuse un message de libération. À la réception de ce message, les autres processus mettent à jour leur file locale, ce qui permet à la demande suivante, la plus ancienne dans l'ordre total, de devenir prioritaire. C'est ainsi que l'algorithme garantit l'exclusion mutuelle tout en évitant la famine. L'algorithme de l'emporte pour l'exclusion mutuelle n'est pas seulement une solution technique, c'est l'aboutissement de tous les concepts fondamentaux que nous avons abordés dans ce cours. Au cœur des systèmes répartis se trouve un défi majeur, l'absence d'état global partagé. Pour compenser ce vide, nous avons appris à construire des structures logiques et à manipuler le temps de manière artificielle mais rigoureuse. Nous avons commencé par définir les 4 piliers de la discipline, la communication par diffusion, le contrôle par l'élection ou l'exclusion mutuelle, le séquencement par le temps et enfin la tolérance aux défaillances par l'autostabilisation. Nous avons vu que le choix d'un algorithme, qu'il soit séquentiel ou parallèle, dépend d'un arbitrage constant entre la consommation de messages et la rapidité d'exécution. L'exploration séquentielle économise la bande passante au prix de la lenteur, tandis que l'exploration parallèle, bien que plus coûteuse en messages, minimise le temps de convergence. Cette dualité est au centre de toute conception distribuée. Le temps logique constitue le socle de la cohérence. Les horloges de Fidge-Mattern nous offrent une vision précise de la causalité, permettant de distinguer les événements dépendants de ceux qui sont véritablement indépendants. À l'inverse, l'horloge de Lamport simplifie cette vision pour nous offrir un ordre total, un outil indispensable pour trancher les conflits de priorité de manière équitable entre les processus. L'exclusion mutuelle illustre parfaitement cette synergie. En combinant la diffusion, les canaux FIFO et cet ordre total, nous parvenons à garantir la sûreté et la vivacité sans aucune autorité centrale. En conclusion, maîtriser les systèmes répartis, c'est apprendre à transformer une collection de machines isolées en une entité cohérente grâce à la rigueur algorithmique. Ces bases solides vous permettront désormais d'aborder des problèmes de coordination et de consensus encore plus complexes.